Bonsoir à tous et bienvenue dans le Grand News en ce lundi soir. Julieta s'apprête à quitter Madrid, mais lorsqu'elle rencontre par hasard une amie d'enfance de sa fille qui s'appelle Antia, eh bien elle change alors complètement de projet. C'est notre film retard de ce lundi soir. Querida Antía, voy a contarte todo lo que no tuve ocasión de contarte. Porque eras una niña. Porque me resultaba Julieta a demasiado coupé les doloroso. ponts avec sa fille Antilla depuis Por des simple années. pudor. Une rencontre fortuite avec une des amies d'enfance de sa fille va Juan me bouleverser dijo sa que se vie. llamaba Sol. Elle décide alors d'écrire une lettre à Antilla pour lui raconter son Me secret. dijo que estaba casado. On est dans la grande tradition un peu romanesque d'Almodovar, de Tout sur ma mère, Le ciel que tu habites, enfin voilà, tous ces films qu'il fait depuis une grosse quinzaine d'années. C'est le film peut-être de l'entrée dans la vieillesse pour Pedro Almodovar. C'est une histoire extrêmement banale. C'est l'histoire d'une mère qui a failli, qui a pas réussi à garder son enfant. Ça, on le devine très tôt. Le dévoilement de l'histoire prend un chemin qui est assez propre à Almodovar, qui est celui du mélodrame, avec énormément de références au cinéma hollywoodien flamboyant, à Alfred Hitchcock, veine Vertigo, au mélo de Douglas Sirk. Antía ha elegido su propio camino. De Madrid, Pedro Almodovar emmène le spectateur dans le passé de son héroïne, en Galice, avec un récit haut en couleur. Il se passe des choses très paroxystiques. Il y a des tempêtes, puisque une partie de l'histoire se passe en Galice, au bord de la mer. Il y a des catastrophes, des morts, des disparitions. Et tout ça pour dire quelque chose de très banal au sens où c'est des choses qui arrivent dans la vie de tout un chacun. Et c'est ce qui fait la beauté du film, cet alliage Iba a Madrid a comprar un motor para d'un una de souci finalement très banal También et dijo que toda su vida había de vivido junto al mar. péripéties extravagantes qui sortent de l'ordinaire, du quotidien. Des couleurs, des actrices superbes, la mer, des costumes chatoyants. Tout ça est assez plaisant. On est pris, quoi. Il sait faire son travail, Almodovar. Et en même temps, quand ça s'arrête, moi je reste un petit peu sur ma faim. Enfin, c'est comme si c'était, c'est comme comme on dit d'un vin qu'il est court en bouche. No sé cómo se las arregla. La patte du réalisateur est bien là, mais est-elle trop timide ou bien apaisée? Es una lástima, pero tengo mucha prisa. De verdad no sabes cuánto me Il n'y a jamais ce vertige en fait dans lequel basculent ces films qui sont les plus réussis comme ça. Là, on est quand même un petit peu en deçà. Donc c'est vraiment pas déplaisant à regarder, c'est plutôt agréable, mais il manque quelque chose. C'est un film assez apaisé, mais quand même très très douloureux. C'est un film sur le regret et le remords, et qui passe par quelques moments absolument splendides de cinéma. Pedro Almodovar le dit clairement, il est enchaîné à son cinéma tel qu'on l'a connu et tel qu'il continue de le pratiquer, avec toujours autant de finesse et de sensibilité et un petit peu plus de tristesse. Siempre supe que había algo importante en tu vida. que nunca Julieta de Pedro compartiste Almodovar en salle le 18 mai. Lo que muy poca gente algo. Clara a un peu plus de 60 ans passé, une ancienne critique musicale, vit dans un immeuble singulier d'Ancarius construit dans les années 40. Le bâtiment fait alors l'objet de la convoitise d'un prometteur immobilier local et Clara est seule à résister et à faire face à toutes ces critiques. Isabelle Régnier et Aureliano Tonnet sont nos critiques cinématographiques pour le Grand News. Aquarius, c'est le nom de l'immeuble des années 40 dans lequel vit Clara à Recife, au nord du Brésil.
Elle vit seule dans cet immeuble car tous ses voisins ont vendu leur appartement à un promoteur immobilier. Mais Clara, elle, résiste. Pour moi, c'est le film le plus ample de cette compétition, le plus musical, le plus riche, le plus fort, le plus rageur aussi. C'est un vrai choc. Et pour moi, pour l'instant, c'est la palme. D'autant que c'est une découverte, c'est un jeune réalisateur, Kleber Mendonça Filho, dont on avait déjà adoré le film précédent, Les Bruits de Récif, mais qui là passe peut-être à une échelle supérieure par cette richesse, par cette ampleur, par cette musicalité. Le miracle un peu du film, c'est de réussir à faire rentrer toute la vie, quoi. La vie dans ce qu'elle a de plus infime, dans tout ce qu'elle peut avoir de liens affectifs, de tout ce qu'elle peut avoir de rapport à la beauté des choses. En prenant pour sujet cette femme qui résiste pour sauver son immeuble, le film raconte l'histoire du Brésil contemporain. C'est un film qui parle de notre époque, qui parle de la violence des pouvoirs de l'argent, qui efface tout, quoi, qui absorbe tout, d'une forme de déshumanisation. L'architecture, en fait, est très importante. Donc il reste quelques vestiges comme ça d'une époque où il y avait des très jolies maisons, et celle dans laquelle habite le personnage de Clara en fait partie. Et puis le reste, c'est un peu n'importe quoi, et puis ça ressemble à rien. Voilà, c'est des grands projets immobiliers, touristiques. Kleber Mendonça Filho nous dit que on a beau construire des maisons, on a beau construire des condominiums, comme ils disent là-bas. Ce qui importe, c'est de savoir aussi se souvenir de ce qui fait la beauté d'un pays, ce qui passe par sa mémoire. Et là est le combat de Clara, de dire souvenons-nous de ce qui est beau, ce qui fait de nous un peuple beau. La beauté est présente à l'image, mais aussi à l'oreille, dans ce film où la musique est un des fils rouges. C'est un film extrêmement musical et dont la mise en scène est extrêmement musicale. Les mouvements de caméra sont incroyables. Il y a quand même un sens du plan, un sens de l'image, un sens de la couleur. C'est un film d'une beauté plastique vraiment renversante. C'est extrêmement sensuel. Voilà. Enfin, c'est un film très plein, très généreux, qui donne énormément de plaisir. Et ce qui est remarquable aussi, c'est que la mise en scène est absolument raccord avec cette belle idée. Elle est extrêmement sensuelle, extrêmement musicale. Elle ondule d'une certaine manière, comme ces ondes marines, ces ondes musicales qu'elle parvient si bien à faire sentir et à transmettre. Aquarius, en salle, le 28 septembre. É sobre isso, seu Geraldo? Nós viemos aqui conversar com a senhora. Sim. Uma boa conversa, olho no olho, que é a melhor coisa. Peu connu, le mulet est pourtant un poisson à chair blanche, peu coûteux et riche en oméga 3 et en vitamines. Comment faire aimer le poisson? C'est Christian Lesquer qui nous démontre sa recette assez fantastique. Aujourd'hui, je vais vous faire aimer le mulet. Par chez moi, en Bretagne, on appelait ça le bar du pauvre. Pourquoi? Parce que c'est un poisson qui est pas très cher et je vais vous le faire aimer sur 2 recettes. La première recette que je vais vous faire aimer, ça va être un filet de mulet au gros sel dans un bouillon gélifié de navets. Surprenant, mais vous allez voir d'une technicité très facile. On a fait lever par son poissonnier le mulet. On a enlevé les arêtes à la pince à épiler. Nous allons le tapisser de gros sel, un peu de sucre, un peu de poivre et nous allons le rouler. Pourquoi je le mets dans le gros sel? Parce que c'est une chair qui est un peu molle. Et le fait de le cuire au sel, ça va durcir les chairs et ça va les raffermir. Entre-temps, on va prendre des navets. Nous allons faire des petites lamelles. On va prendre un emporte-pièce. On coupe des petits rondins.
Le premier navet, c'est pour faire des parures, un petit bouillon qui va parfumer. Et l'autre, c'est pour la décoration qu'on va légèrement les laisser croquants. On va mettre dans le bouillon chaud. Et là, on va cuire à peu près pendant 20 minutes. Entre-temps, on va préparer un peu de soja, un peu de vinaigre. Ça peut être du vinaigre blanc. On va rajouter un filet de citron. Au bout d'une vingtaine de minutes, on va laisser refroidir dans notre assaisonnement. Je fais fondre la gélatine pour faire une gelée. Une fois qu'elle est bien fondue, on l'incorpore dans ce petit bouillon et nous allons laisser refroidir. Une fois qu'il est froid, on va le filtrer et on va le mettre au frigo. Entre-temps, notre mulet a pris le sel et on va le tailler. On va bien le nettoyer. On avait la partie sanguine un peu et nous allons faire des gros dés. Alors, je vais dresser l'assiette de ce mulet qui a été mariné dans un cercle. On a fait macérer nos petites lamelles de navet qu'on avait coupées en emporte-pièces dans cette gelée. On va faire une petite rosace tout simplement pour cacher un peu notre poisson. On va prendre quelques lamelles de radis, la gelée qui est un peu tremblotante, qui va apporter une belle fraîcheur à votre poisson. Et vous avez, on va dire, un plat qui a de l'allure. Alors la deuxième recette, on va faire quelque chose qu'on pouvait manger en Bretagne. C'est du lait, ribot, de la crème avec un petit poisson snacké. Vous allez voir, c'est quelque chose de très simple. Un peu de crème, la même valeur au lait ribot. C'est un lait qui est fermenté un peu acide. On va le faire légèrement chauffer. Entre-temps, on va faire snacker un pavé de mulet. On va le faire simplement cuire sur une face, bien assaisonnée. En parallèle, on a fait cuire des asperges. Nous sommes prêts à dresser. Vous prenez votre poisson, on va mixer notre lait ribot et on va prendre que l'écume. Et cette écume et ce lait va finir de cuire ce poisson. Une petite touche de hareng, mais on peut mettre du saumon, une petite asperge. Vraiment, c'est une manière de manger un poisson qui est très simple, très facile. Je vous conseille vraiment de l'essayer, vous allez vous régaler. La question politique de ce lundi soir, la France va-t-elle mieux et François Hollande y est-il pour quelque chose? Eh bien c'est Mouna El Mokhtari qui nous l'explique grâce à son invité dans le monde. C'est pour le Grand News. Hollande est en pleine opération de reconquête. Le chef de l'État était ce matin sur Europe 1 pour défendre notamment sa politique économique et ce, alors qu'une nouvelle semaine de mobilisation commence en France contre la loi travail. Avec nous pour mettre en perspective ses propos, Audrey Tonnelier. Alors Audrey, François Hollande a dressé un tableau positif de la situation économique en France. La croissance, la création d'emplois, le pouvoir d'achat progressent, tandis que les déficits publics baissent. Est-ce que ça va vraiment mieux ou est-ce que ça va juste un peu moins mal ? Alors oui, c'est vrai qu'il y a un certain nombre de choses qui vont mieux et les indicateurs économiques en attestent. La croissance française devrait accélérer cette année, 1,5% de croissance attendue. Pour la première fois l'an dernier, il y a eu plus de création de postes nettes que de suppression de postes. Et puis pour la première fois aussi, l'économie française commence enfin à marcher sur ses deux jambes. D'une part, la consommation des ménages qui est dopée par une inflation très basse et d'autre part, l'investissement des entreprises qui se redresse petit à petit. Ce tableau, il est à nuancer. Alors évidemment, il reste encore deux points noirs en particulier. C'est d'une part l'investissement des ménages, c'est-à-dire les dépenses de logement, de construction qui continuent de baisser, même s'ils baissent de moins en moins. Et puis l'investissement des administrations publiques qui là continuent aussi d'être en forte baisse. Et enfin, il y a les faiblesses structurelles de l'économie française qui ont toujours du mal à être résorbées. C'est d'une part les difficultés de notre industrie. On importe toujours beaucoup quand les gens consomment de plus en plus. On ne produit pas exactement ce qu'il faudrait produire. Et puis d'autre part, les rigidités du marché du travail avec cette loi travail dont on voit qu'elle a beaucoup de mal à passer. Alors qu'est-ce qui, dans ces bonnes nouvelles, serait directement à mettre au crédit de la politique du gouvernement ? Alors il y a des choses qui fonctionnent, qui ont l'air de fonctionner dans la politique du gouvernement. C'est notamment toute la politique de baisse des charges, c'est 41 milliards d'euros du pacte de responsabilité et du CICE. Ça a permis aux entreprises de reconstituer leurs marges et ça c'est vraiment la première étape pour pouvoir ensuite investir et, on l'espère, embaucher. C'est un cercle vertueux. Le CICE et les baisses d'impôts ont permis aux entreprises de pouvoir se refaire. Exactement. Alors il n'empêche que le problème c'est qu'il y a aussi
en tout cas la faiblesse de la France, c'est qu'elle doit aussi ce redressement à un certain nombre d'éléments extérieurs. C'est la chute du baril de pétrole, c'est la faiblesse de l'euro, c'est les taux d'intérêt qui sont très bas. C'est très bien pour les entreprises et les ménages, mais ça risque fort de n'être que temporaire. Et quand tous ces éléments vont se mettre à se retourner, là, ça va être plus compliqué pour l'économie française. Donc on n'a pas vraiment de signaux ou de raisons concrètes de penser que la croissance va s'installer durablement dans le pays. Pour l'instant, on a clairement une amélioration, mais elle reste molle, on est en voie de guérison. Et surtout, effectivement, s'il y a des éléments extérieurs, comme par exemple la faiblesse du commerce extérieur, des tensions géopolitiques avec la menace de Brexit en Europe, qui viennent peser sur l'économie, il peut y avoir à nouveau une rechute. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est qu'on ne retrouvera jamais les taux de croissance d'avant la crise, 1,5%. Tous les économistes vous le disent, c'est très faible. Et au mieux, ça va permettre peut-être une petite baisse du chômage, mais c'est vrai que pour tous les gens qui sont concernés, ça reste encore faible. Merci Audrey pour toutes ces précisions. Et pour en savoir plus sur le sujet, cliquez sur les liens qui se trouvent juste sous cette vidéo. Bonne lecture. C'est un système corrompu pour la pensée néolibérale et les politiques d'austérité que Ken Loach dit vouloir dénoncer dans son dernier film, Moi, Daniel Black. Il y raconte l'histoire de Daniel, à qui son médecin interdit formellement de reprendre le chemin du travail. C'est notre film retort de ce lundi soir. Do you have any dependent children aged under 20 living with you? No, I don't. It's really important we get this filled in because we need to get the process started. Yeah. 2 ans après Jimmy's Hole, Ken Loach revient à Cannes avec le film Moi, Daniel Blake. Daniel Blake est un menuisier anglais de 59 ans. Après des problèmes cardiaques, il doit faire appel à l'aide sociale car son médecin lui interdit de reprendre le travail. Mais l'État lui refuse sa pension d'invalidité. S'ensuit alors un voyage dans les aberrations administratives de la Grande-Bretagne contemporaine. We focused on these health issues because it seems that the most vulnerable people, as it becomes more and more, as the state puts more and more pressure to find work, that if you're out of work it's your fault and so on, the most vulnerable people are the ones who are sick. If, say, we told the story of someone who was physically very disabled, it's very apparent early on, you know, they need help. But for Dan, he's a skilled man, you know, he's a good craftsman. He's not 60 yet. He can work, you know, he could work. He's very competent, and even he is brought to his knees. Daniel se retrouve donc dans un no man's land administratif. Cette situation s'inspire directement de faits réels rapportés par des employés d'agences de chômage britanniques. The man who his benefits were cut off because he couldn't keep his appointment at the job centre because he took his wife to hospital because she was having a baby. He was with his wife in hospital having a baby, his income was stopped. The man who had a heart attack, when he was doing the interview for his assessment, he couldn't complete the interview and he was sanctioned. So a man went to his father's funeral. He told him he was going to his father's funeral, money stopped. I mean, there are so many stories, it goes on and on and on. There isn't anything else anybody can do today. So what I'm going to have to do is look. I think you're going to put me in for a I have to follow the rules. And the thing is, if you're going to be aggressive with me, then I'm going to have to ask. It's not about me being aggressive. No, I'm going to have to ask you to leave. I'm trying to explain to you a situation, and you don't care. Selon le réalisateur, de telles aberrations sont la conséquence directe de la rhétorique néolibérale qui a dominé la politique britannique ces dernières années. I hope the film has got a contribution to make. It may be only a small contribution, but I hope it will say we cannot continue to treat people, vulnerable people, in a way that is consciously cruel. People who work in the benefits offices, the workers there, are given notes to deal with suicidal claimants. I mean, they expect people to be suicidal. You know, what kind of government do we have that has a policy that they know is pushing people to suicide? They know it's making their health worse. And they're doing this to hundreds of thousands of people, not just a handful, hundreds of thousands of people. So we have to confront the conscious cruelty of the austerity program. The way the state operates to punish the poor seemed to be a very precise story in Britain, but also a universal one in Europe. Jesus Christ! Who's first in this queue? I am.
do you mind if this young lass signs on first? No, you carry on. There you go. Now you can go back to your desk and let her sign on and do the job that the taxpayer pays you for. Et c'est ici que nous mettons un terme au Grand News. Vous retrouverez bien sûr prochaine rediffusion du Grand News ce soir à 22h55. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain à 20h15. Il me reste donc à vous souhaiter une très belle soirée et bien sûr à vous remercier de votre fidélité et bien sûr au passage un clin d'œil à la production qui fait un travail formidable depuis maintenant 4 ans. À demain, enfin, j'espère.